Bienvenue à cette table ronde consacrée à la problématique du repos face aux écrans et plus largement à l'impact de l'hyperconnectivité sur la santé mentale. Je remercie déjà nos invités d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Je vous présenterai un petit peu plus tard. Cet événement est le résultat d'un processus de réflexion entamé l'année passée au décanat de la Faculté des Lettres sur la question du bien-être étudiant. La pandémie du Covid a mis en évidence l'existence d'un mal-être au sein de la communauté étudiante, mal-être qui semble s'être prolongé jusqu'à aujourd'hui, alors que nous sommes revenus à une situation plus ou moins normale. Nous avons en effet observé chez un certain nombre de nos étudiants une augmentation de l'anxiété, la multiplication des états dépressifs, un certain découragement face aux exigences des programmes d'études. Bref, un sentiment d'impuissance et d'épuisement face à la charge de travail et aux impératifs de réussite de leur formation. Parallèlement à cela, nous assistons depuis un certain nombre d'années à l'explosion des demandes d'aménagement par rapport au cadre des études. Ces aménagements répondent à des situations de handicap. Cependant, la grande majorité de ceux-ci sont liés aux troubles de l'apprentissage de type 10- ou encore à des troubles du déficit de l'attention, auxquels s'ajoutent souvent des troubles du spectre de l'autisme. Pour vous donner un ordre de grandeur, il n'y avait aucune situation de ce type au début des années 2000, donc aucun dossier à suivre. Nous sommes passés à 60 situations de handicap à suivre de près en 2022. Nous nous sommes demandé au décanat de la Faculté des Lettres s'il n'était pas dans notre pouvoir d'agir davantage en amont plutôt que de traiter les problèmes en aval. C'est ce questionnement qui a poussé le décanat à développer un projet bien-être étudiant. Voulant éviter une approche de type top-down par rapport à cette question, nous avons dès le départ demandé à l'Association des étudiants en lettres de participer à la démarche. Ensemble, nous avons listé les différents aspects de la problématique. Il nous est apparu assez vite que le sentiment d'anxiété éprouvé par les étudiants reposait souvent sur leur impression d'être submergés par le travail. Beaucoup d'entre eux se sentent en effet contraints, dans un souci de productivité, de renoncer aux moments de repos et de détente pour arriver au bout des exigences de leur formation. Nous nous sommes dit alors que la question du repos pouvait constituer une porte d'entrée intéressante pour la problématique que nous voulions traiter. Nous avons décidé de recueillir auprès des étudiants un certain nombre de témoignages pour comprendre leur rapport au repos. Il est ressorti de ces entretiens que beaucoup trouvent refuge dans les écrans pour s'évader de la pression du travail, notamment en consultant le flux des réseaux sociaux, en regardant un épisode d'une série ou en jouant à des jeux vidéo. Nous étions tombés là sur un sujet, le repos et les écrans, qui nous permettait de limiter le champ de notre réflexion. Un sujet qui semble préoccuper non seulement toute la communauté estudiantine, mais en définitive la société tout entière, comme le révèle par exemple la campagne de prévention 2021-2022 de la ville de Lausanne, intitulée « Moins d'écran, plus de », l'idée étant d'inviter les jeunes à trouver des formulations complétant ce slogan pour créer des affiches qui seraient placardées un peu partout dans la ville à des buts de prévention par rapport à la dépendance aux écrans. Pressentant que le sujet était sensible, nous avons préféré l'aborder dans un espace de discussion libre qui associerait à la fois des spécialistes et des étudiants. C'est pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui à cette table ronde à laquelle nous avons convié 2 spécialistes de l'hyperconnectivité et 2 représentants étudiants de l'AEL pour un échange de vues autour de la problématique de l'impact des écrans sur le repos et plus largement sur la santé mentale. Nous avons donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui à cette table ronde M. Yves Marie, cofondateur avec Florence Souillot de l'association française Lève les yeux, présente à Paris et Marseille principalement, qui s'est donné pour mission de lutter contre la dépendance aux écrans par la reconquête de l'attention et la promotion de la déconnexion. M. Yves Marie est également responsable avec Florence Souillot de la parution cette année du livre « La guerre de l'attention » ou « Comment ne pas la perdre » aux éditions L'Échappée,
Un livre dans lequel il dénonce les conséquences délétères de notre dépendance aux écrans, mais dans lequel sont aussi proposées des solutions pour en sortir. Nous sommes également heureux d'avoir avec nous M. Niels Weber, psychologue et psychothérapeute spécialisé notamment dans l'hyperconnectivité et dans l'usage excessif des jeux vidéo. M. Weber collabore régulièrement au site internet du projet 36912, lancé par le psychiatre Serge Tisseron, pour aider les parents à savoir comment et quand introduire les écrans dans la vie de l'enfant. M. Weber intervient régulièrement dans les médias romans au sujet des réseaux sociaux, des écrans, de la cyberaddiction ou des jeux vidéo. Et vous avez aussi publié des articles, de nombreux articles dans des revues académiques sur le sujet. M. Weber est lui-même passionné par les jeux vidéo depuis son plus jeune âge et n'hésite pas à les intégrer, je crois, dans sa pratique psychothérapeutique. Nous remercions également Mme Morgane Heine et M. Oscar Jordan d'avoir accepté de s'entretenir avec nos invités et de parler de leur usage des écrans. Mme Heine est coprésidente de l'Association des étudiants et étudiantes en lettres. M. Jordan, lui, s'occupe du service aux étudiants dans cette même association. Ils sont tous deux étudiants de bachelor dans notre faculté, l'équivalent de la licence. Alors nous allons commencer cette table ronde par la projection d'une vidéo qui présente des témoignages étudiants sur la question du rapport aux écrans. Ensuite, nous laisserons la parole aux étudiants pour réagir peut-être à ces témoignages ou pour parler de votre expérience personnelle. Et nous passerons à nos spécialistes qui pourront réagir à tout ce qui aura été dit. Et j'espère par la suite qu'il y aura une discussion un peu plus libre et spontanée autour de ces questions. Moi, j'écris beaucoup, du coup, je dirais que je fais beaucoup ça. Et ensuite, si on est très honnête, je passe beaucoup trop de temps sur Netflix. Ouais, alors moi, des fois, c'est Netflix. Sinon, c'est souvent parler avec des potes sur Internet, genre sur Discord. Regarder YouTube. Écran. Écran, Ouais, ouais. écran. Les écrans, c'est vraiment un peu quand je suis très fatiguée, j'ai juste envie de mettre mon cerveau sur off. Et typiquement, période de fin de semestre, on arrive des examens, je me rends compte que ça augmente en temps. Enfin, c'est plutôt mon temps de temps libre, il baisse en comparaison au temps que je passe sur mon téléphone, par exemple. Je mets toujours vers les écrans parce que c'est un peu la solution de facilité. C'est pareil, c'est genre je mets juste mon cerveau sur off, j'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts, quoi. Les écrans, oui, parce que je suis tout le temps sur mon ordi pour travailler et juste pour YouTube, regarder des vidéos, écouter de la musique. Réseau, pas vraiment. Je suis pas des masses sur Insta, j'ai pas le temps en fait, je regarde pas et puis ça m'intéresse plus tant que ça. Quand je mange, je travaille plus, du coup je mets juste une petite vidéo si je mange toute seule à la cafette. Et à partir du moment où j'ai fini de manger, je finis peut-être de regarder la vidéo et après je me remets à travailler, quoi. C'est dur de suivre les mails, les événements, après continuer à suivre ce qui se passe sur Instagram et tout. Donc pour l'instant en première, je me suis dit je laisse un peu tomber ce côté-là. J'aime bien travailler petit à petit avec des pauses entre mon travail, ce qui justement peut me permettre pendant une pause de juste être sur mon téléphone, juste regarder un épisode d'une série, ce qui est peu, mais ça me suffit. Moi, j'ai juste Insta, je pense, et puis je réponds juste à quelques messages quand ça concerne les cours. J'essaie toujours d'avoir des vidéos qui sont en fonction avec ce que j'étudie. Donc comme ça, au moins, il y aura un minimum d'éducation derrière. En général, j'essaie de ne pas trop regarder des vidéos le soir, parce qu'après, ça devient très fatigant, puis je dors très mal après. Même à midi, j'aime pas trop regarder des vidéos parce que je suis toujours avec des gens, donc j'aime bien sociabiliser. Puis en réalité, je traîne pas trop sur les écrans. Si je suis tout seul et que j'ai pas d'amis, ma pause c'est mon téléphone, un petit jeu et puis voilà quoi. Être sur son téléphone, c'est pas une pause. Mentalement, c'est demandant, même si on s'en rend pas compte. On est tout le temps sur notre ordi, donc je pense que c'est important. Sa pause, il faut vraiment la passer avec ses potes et tout, parce que en vrai, c'est pas du travail physique. Donc c'est bien une pause mentale dont on parle, et le téléphone pour moi c'est clairement pas une pause mentale. Je suis d'accord avec toi, le téléphone c'est pas une pause, ça marque pas un vrai temps d'arrêt avec les écrans de l'ordi. On a l'impression d'être tout le temps dans une continuité, quoi. Voilà, donc j'ai retenu quelques éléments. Ce qui m'a frappé, c'est le cerveau sur off quand je suis sur les réseaux, l'opposition entre le téléphone et les loisirs. Donc ça me prend du temps sur mes loisirs. Et souvent, la pause peut être assimilée aussi au fait de regarder le téléphone. J'ai une pause, je profite
de regarder un écran, enfin une vidéo, une petite vidéo rapidement. Le problème aussi est du lien avec le sommeil, hein, pas le soir, parce que ça me fatigue et puis j'ai de la peine à trouver le sommeil. Donc, Morgane, par rapport à ça, que pouvez-vous nous dire? Alors, est-ce qu'on m'entend bien? C'est plein d'éléments qui résonnent clairement avec mon quotidien. Je vais parler de moi-même et les écrans. On ne se rend pas compte à quel point ça prend de la place avant d'entendre comme ça, en fait, des gens à l'extérieur en parler, se dire « Ah oui, en fait, moi aussi, c'est comme ça ». Donc oui, j'ai l'impression qu'il y a un peu, pour moi, c'est vraiment être au courant. Donc, je ne sais pas comment dire, mais c'est les notifications qui prennent beaucoup de place dans mon quotidien. C'est des choses, des réflexes que j'ai, des habitudes que j'ai prises, et je ne saurais même pas dire d'où ça vient, mais qui font que je vais toujours, dès qu'il y a une notification, avoir besoin de savoir qui veut me dire quoi, voilà. Et puis, par exemple, du coup, avec les réseaux sociaux, notamment Instagram, voilà, comme s'il y avait un besoin d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Et en effet, c'est quelque chose qui permet de vite penser à autre chose. Et moi, je me suis rendu compte que ça venait aussi mon utilisation mon utilisation des réseaux sociaux, de sortir mon téléphone entre des cours, ou même parfois pendant les cours, ou à l'arrêt de bus, dans mon quotidien. Parfois, c'est soit par réaction à l'ennui, en fait, où j'ai rien à faire, donc je vais m'occuper l'esprit, ou alors des fois par réaction même à une situation peut-être un peu stressante, un peu anxiogène, être tout seul à la cafétéria à midi, ils l'ont dit, il y en a plusieurs qui ont évoqué ça. C'est vrai que tout d'un coup on se sent seul, on se sent observé, voilà, on va sortir de notre natel pour penser à autre chose, être plus seul en fait, être avec quelqu'un, quelque chose. Et du coup voilà, pour moi c'est aussi important, c'est aussi un espace de divertissement clairement. Et moi j'utilise plutôt Instagram, et en effet des plateformes plutôt de streaming le soir plutôt. Et ouais, c'est une source pour moi c'est quand même des moments que j'apprécie, qui me font passer de bons moments. Donc je dirais quand même que ça fait partie de mes loisirs, si on peut le formuler comme ça. Mais c'est clair que c'est des questionnements de quelle place, la quantité. Et par exemple, j'ai des petits principes que je me suis donné. Par exemple, quand je suis avec des gens, je vais essayer de mettre mon téléphone de côté. Puis voilà, tout d'un coup, je vais voir que j'ai un message, je vais commencer à répondre, et je m'excuse en fait aux gens avec qui je suis. Voilà, c'est comme ça que j'essaye de faire. Et puis ça, c'est pour mes réactions à chaud comme ça. Et je te laisse peut-être la parole à Oscar. Merci. On m'entend aussi, c'est tout bon. Donc moi aussi, je me suis retrouvé dans pas mal des choses qui ont été dites dans cette vidéo. Mais pour moi, par contre, c'est beaucoup plus difficile de distinguer entre loisirs, repos, études, approfondissement des études et autres intérêts. Et surtout au niveau de l'utilisation des écrans. Donc, je pourrais ouvrir là mon ordinateur. Il y a peut-être 40 pages différentes ouvertes, dont peut-être 15 qui sont des articles que je me suis dit que j'allais lire, que je n'ai pas fait depuis 6 mois. Je vais trouver des pages Wikipédia, je vais retrouver 3 Moodle de cours que j'ai jamais fermés. Je vais trouver des vidéos YouTube que j'ai décidé de regarder parce que je voulais me détendre, et au final je l'ai pas fait parce que j'ai trouvé autre chose de plus intéressant sur la même page, et j'ai comme gardé l'onglet pour pas l'oublier. C'est ça que je trouve particulièrement difficile, c'est qu'au final on n'est pas vraiment au clair si est-ce que je fais des recherches supplémentaires pour mieux comprendre un concept vu en cours. Il y a un lien pour une page d'un thème
approximativement lié, qui est comme intéressant. Et après, on se perd très facilement. En fait, c'est ça, moi, je trouve le plus difficile avec les écrans, Internet, que ce soit les réseaux ou pas, c'est que c'est toujours difficile de savoir vraiment est-ce que je suis là pour répondre à un message qui est important, est-ce que je suis en train d'organiser ma journée ou est-ce que je suis en train de juste m'occuper à faire autre chose. Et au final, j'ai l'impression que je passe beaucoup de temps à entreprendre ces démarches parce que je ne sais pas quoi faire avec mon temps et que je m'ennuie. Enfin, c'est aussi un peu un refuge, mais c'est pas forcément un refuge où je vais que pour me reposer. Et même dans ma consommation de médias, souvent, je vais regarder des vidéos pour me détendre, mais qui vont souvent avoir un lien avec mes études aussi, comme il a été mentionné là-dessus, dans la vidéo. Et bon, c'est vrai que la personne a trop parlé de jeux vidéo. Et moi, je ressens quand même parfois, je jouais un petit peu aux jeux vidéo quand j'étais plus jeune, et je ressens parfois l'envie, l'intérêt de m'y remettre, mais je sais que je n'arriverai pas à gérer avec mon temps, parce que c'est aussi chronophage que les études, donc il faut bien gérer tout ça. Voilà. Merci. Je reviens par rapport à la question du repos, parce que finalement, il y a la question du sentiment subjectif par rapport à ces écrans. Est-ce que, Morgane, vous avez le sentiment d'être submergé, ou est-ce que vous êtes toujours dans un sentiment de maîtrise? Est-ce que ça vous apporte vous avez parlé du plaisir que ça vous apporte. Est-ce que vous avez le sentiment que ça peut vous fatiguer, ou au contraire, vous y trouvez un moment de repos? Je pense que ça dépend vraiment les moments, et je pense que ça dépend de la quantité en fait. Donc, par exemple, quand j'arrive chez moi le soir après une journée soit à l'université, soit de travail à côté, et je vais commencer à, voilà, comme on dit, scroller sur Instagram, les premières 15 minutes, ça va vraiment être du divertissement. Voilà, aussi par intérêt de savoir ce qui se passe, qui a fait quoi aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est assez dingue parce que même si je me dis, faudrait que j'aille me doucher, faudrait que j'aille manger, faudrait que j'aille parler avec mes parents. Voilà, tout d'un coup, je me dis ça, mais je continue quand même. Et donc, c'est donc plutôt au bout de une demi-heure, 1 heure parfois. Et souvent, après 1 heure où je m'arrête quand même, je dis non. Voilà, mais je sais que ça dépend tout. Les gens, ça peut être beaucoup plus long et ça peut être des fois peut-être plus court aussi. Donc, par contre, d'autres fois, quand c'est entre... j'attends tout d'un coup ma copine qui va arriver dans 5 minutes après le cours. Là, ça va, je me sens moins oppressée par ça, ou je n'ai pas ces pensées qui passent en me disant « Ah, mais fais autre chose ». Quand est-ce que vous êtes entré en contact avec les écrans, en fait, parce que vous faites partie de la génération Z, non? Quand est-ce que vous avez eu votre smartphone la première fois? Alors moi, j'ai eu d'abord un iPod Touch, donc c'était pas les téléphones portables qu'on utilisait le plus. J'avais 12 ans, donc moi c'était dans les années 2014. Et ensuite, j'ai eu donc sur cet iPod Touch qu'on pouvait déjà tout faire. Et puis Instagram, donc j'ai eu mon iPod Touch vers 10 ans, je dirais. Et ensuite, 12 ans, j'ai eu Instagram. Et ensuite, plus tard, les autres réseaux sociaux comme Snapchat. Et puis WhatsApp qu'on a commencé à utiliser. On avait à l'époque quelque chose qui s'appelait Viber. Et maintenant, WhatsApp, c'était à peu près vers 14 ans. Voilà pour moi. Alors pour ma part aussi, j'ai commencé par un iPod Touch. Je crois que c'était assez important pour mes parents que je n'aie pas de smartphone, parce que mes 2 parents n'en avaient pas, on en a eu un après nous. Mais j'ai aussi eu mon iPod Touch à 10 ans, du coup maintenant ça fait 12 ans. Et j'ai eu mon premier smartphone 1 année et demie, 2 années plus tard. Et j'ai eu Instagram en 2013, donc 1 année après le lancement de l'application. Donc oui, ça fait assez longtemps aussi. Et vu que mes parents... j'avais accès un peu à l'ordinateur de ma mère parfois, mais c'est vrai que j'ai jamais eu trop de restrictions, enfin juste des restrictions en termes de temps, mais pas forcément en termes de comment j'utilisais
Internet, et surtout dès qu'on a un objet entre nos mains, on a constamment accès aux vidéos YouTube, à Internet en général, accès à nos amis, dont on a l'attente d'une réponse constante. On n'a pas d'étiquette par rapport à ça. Et je pense que ouais, c'est un peu que là viennent beaucoup, je pense, de nos problèmes. Moi, je n'ai pas l'impression de savoir vraiment comment j'utilise ça. Et puis, oui, je pense que ça vient de là, on va dire. Voilà. Et quand vous étiez préadolescent ou adolescent, est-ce qu'il y a eu à un moment donné un usage problématique de ces réseaux des écrans? Est-ce que les écrans ont pu provoquer des situations problématiques au niveau de l'interaction ou tout s'est bien passé? Alors, de mon souvenir, non. Sûrement que j'ai dû passer pour un enfant très mal poli à des moments sans le savoir. Mais après, c'est vrai qu'il y avait quand même un certain encadrement de ne pas aller sur le téléphone au repas. Maintenant, on doit le dire à mon père, hein, donc c'est un peu différent, mais oui. À mon insu, enfin, je ne sais pas, mais je pense pas. Non, moi non plus. Après, je pense que j'ai eu aussi un bon encadrement. Et en me souvenant de ma préadolescence, etc., je pense que j'ai passé vraiment beaucoup d'heures à regarder beaucoup de vidéos YouTube, beaucoup de films en streaming. Et voilà, c'est juste rigolo de s'en souvenir comme ça. Mais ouais, ça change en tout cas. Après, j'ai aussi des connaissances et des amis qui, oui, ont eu plutôt, je dirais pas addiction, mais où c'était plus un refuge quand même, les écrans, parce qu'ils arrivaient moins à se faire d'amis, etc. Donc ça, on en connaît. Et c'est aussi intéressant de voir maintenant, nous, notre regard par rapport aux plus jeunes, la génération, voilà, les plus jeunes d'entre nous. Et voilà, qu'on a l'impression que, voilà, par exemple avec TikTok, etc., on est plus choqués, voilà, alors que je me demande vraiment à quel point est-ce qu'on était différents d'eux, vu que c'était juste une autre époque, mais au final on avait autant les écrans et c'était moins connu, donc il y avait peut-être encore moins de discussions à ce propos. Donc voilà, c'est intéressant. Merci. Monsieur Marie, donc je pense que vous avez l'habitude d'entrer en contact avec les enfants dans le cadre de votre association. Je ne sais pas si vous êtes aussi en contact avec des jeunes adultes. Dans le récit de leur expérience, vous retrouvez des points qui apparaissent dans le discours des enfants ou dans... Oui, merci. Merci pour ces témoignages, c'est très intéressant. Et effectivement, donc avec l'association Lève les yeux, on s'est créé en 2018. Ça fait 4 ans qu'on intervient un peu partout, auprès de différents publics, quoi, de 8 ans jusqu'aux parents, adultes. Puis nous, comme vous le disiez, on a publié un livre qui fait qu'on est invité dans pas mal de conférences, donc je rencontre vraiment tout un tas de publics très différents. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un tas de problèmes qu'on retrouve partout, et puis après il y a des problèmes assez spécifiques. Et là, c'est vrai que sur les étudiants, en particulier depuis la période du Covid, donc je ne sais pas comment ça s'est passé ici, mais j'imagine que voilà, vous avez eu les cours à distance qui se sont multipliés. Et c'est vrai que ça a été vraiment noté partout. Il y a eu tout un tas d'études aussi qui ont été faites sur voilà, l'explosion des troubles anxieux, des états dépressifs que vous citiez au départ, en fait, de l'impact sur le bien-être, et donc une hausse du mal-être liée à cette augmentation du temps d'écran. Voilà, donc effectivement, nous on a créé cette association au départ en réaction à cette explosion du temps d'écran, puisque ce qu'on rappelle souvent, c'est que avant l'arrivée des smartphones, donc en 2012, il y avait déjà un temps moyen d'écran donc en France, chez les adultes, qui était de 5h40 par jour. Et puis avec les smartphones, donc en 2019, on passe à un temps moyen de 10 heures par jour. Donc tout confondu, travail, loisirs. Mais 10 heures par jour sur 17 heures éveillées, c'est quand même significatif. C'est-à-dire que, en gros,
la civilisation, puisqu'en fait ce qui se passe en France se passe partout dans le monde, et donc évidemment en Suisse. En gros, l'humanité a un petit peu basculé, où l'essentiel du temps éveillé est désormais passé derrière un écran. Et ça, c'est quand même un fait marquant qui est, à mon sens, pas assez discuté, et donc ce genre d'événement est vraiment le bienvenu, hein, mais c'est ce qu'on voilà. Donc c'est ce qui a motivé la création de cette association, c'est de vouloir un petit peu alerter effectivement sur le fait que c'est pas anodin qu'on passe autant de temps derrière des écrans, en particulier quand on regarde ce qu'on y fait, puisque on pourrait dire que évidemment il y a différents usages des écrans, bien sûr, mais quand on regarde en détail le temps passé, on se rend compte qu'effectivement l'essentiel du temps c'est du divertissement, et du divertissement, donc réseaux sociaux, jeux vidéo et visionnage de vidéos, et voilà. Et donc bon, je sais pas si je développe maintenant, mais c'est vrai que j'étais un tout petit peu sur la captologie, etc. Ce qui nous motive aussi, c'est d'essayer de nourrir l'esprit critique, donc de notre public, donc que ce soit des enfants ou des adultes auprès de qui on intervient, toujours en rappelant un petit peu qu'est-ce qui fait qu'on passe autant de temps finalement, et en rappelant qu'il y a quand même une industrie derrière à qui ce temps d'écran rapporte beaucoup d'argent. Voilà. C'est quand même un élément central à avoir en tête pour bien mesurer ce qui se passe, et que tous ces témoignages qui disent que finalement on se sent un petit peu piégé, qu'on s'y perd, qu'on vient trouver refuge dans les applications, c'est vraiment pas lié au hasard, hein. Il y a une citation que j'aime bien de Sean Parker, qui est un des cofondateurs de Facebook au départ avec Zuckerberg, qui dit en gros, nous notre travail c'est d'exploiter les failles de la psychologie humaine. Et c'est assumé comme tel, hein. Il y a plein de documentaires là-dessus, hein. Vous pouvez regarder Derrière vos écrans de fumée, par exemple, sur Netflix, où il y a des témoignages où il raconte bien ce qui s'appelle la captologie, hein, qui est une véritable forme de science maintenant, qui se développe partout auprès des ingénieurs, en particulier de la Silicon Valley. Le but est de capter l'attention le plus longtemps possible et le plus souvent possible, parce que c'est la source des revenus via les revenus publicitaire. D'ailleurs, l'industrie du jeu vidéo est intéressante à cet égard, puisque son modèle économique a pas mal évolué vers ça. Et donc, c'est donc pas un hasard s'il y a des ingénieurs très compétents qui mettent beaucoup de moyens dans les neurosciences pour utiliser nos failles psychologiques, qu'on en vienne à devenir un petit peu, voire totalement addict en fait à nos applications. Alors voilà, on est beaucoup plus addict à Instagram, TikTok, Snapchat que aux documentaires Arte et aux fiches Wikipédia. et voilà, et tout ça n'est pas réellement un hasard, c'est qu'il y a de l'argent derrière en fait, donc c'est logique que ces entreprises façonnent leurs applications de cette manière-là. Voilà, donc nous on essaye de nourrir un petit peu l'esprit critique en faisant prendre conscience qu'il y a ces stratégies de manipulation derrière, et en essayant de faire prendre conscience que c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît de s'en déprendre. Là, voilà, donc je suis très heureux d'entendre que des gens comme des étudiants donc, qui par la force des choses baignés dans le numérique réussissaient déjà à prendre conscience que c'est peut-être un peu trop, que ça peut être sain de changer un petit peu les normes sociales, par exemple en écartant le téléphone dans certains moments de sociabilité, ou des étudiants qui témoignaient que en fait quand on veut prendre une pause, si on scroller Instagram, c'est pas une vraie pause, parce qu'en fait ça maintient le cerveau en activité et ça nous maintient dans le flux. Et en fait, le cerveau, il a besoin de repos, et il a besoin de s'ennuyer pour nourrir sa créativité. Et donc, effectivement, ces écrans qui sont très attirants, très addictifs, ça demande un grand effort. Et nous, on pense d'ailleurs que, en fait, ça ne doit pas uniquement reposer sur les individus, mais ça doit reposer sur les institutions qui doivent mettre en place des stratégies pour aider les étudiants, les gens à passer moins de temps sur les écrans, à réguler en fait l'industrie numérique et notre surexposition. Mais voilà, c'est là-dessus qu'on essaie d'alerter, c'est un peu le thème de notre livre. Et voilà ce que je peux dire jusqu'à présent, après on pourra sans doute rebondir. Monsieur Niels Weber, il me semble que vous faites davantage confiance à la capacité de l'individu de se réguler lui-même. Vous avez insisté sur le fait qu'il faudrait qu'il y ait un cadre collectif un peu plus contraignant pour aider les gens à maîtriser leur addiction face aux écrans. Il me semble que de votre côté, vous faites confiance à l'utilisateur, c'est-à-dire que
il y a des ressources chez l'utilisateur. On peut trouver du plaisir, je m'attendais à un récit un petit peu plus sombre, en fait, mais en réalité, vous avez un rapport assez apaisé aux écrans, il me semble. Enfin, alors, Oscar, peut-être vous pourrez réagir par rapport à ce que je viens de dire, mais voilà, de votre côté, voilà, il me semble que vous voyez aussi la résilience de l'individu face aux écrans. Oui, mais ça n'empêche pas que je partage tout à fait l'avis de Monsieur Marie que on peut pas compter uniquement là-dessus, que actuellement les univers numériques c'est un peu le Far West, qu'il y a très peu de réglementation et que à tous les niveaux, hein, que ce soit économique, politique, enfin il y a la liberté d'expression, il y a plein de choses qui sont très discutables actuellement sur la manière dont les univers numériques sont exploités. Mais par contre, effectivement, je mets un peu de nuance par rapport aux propos que vous amenez là maintenant, c'est que je pense que c'est fondamental qu'aujourd'hui on déculpabilise la pratique numérique. Qu'en fait, on se rende compte que le temps qu'on passe devant un écran n'est pas symptomatique. C'est pas le temps qu'on passe devant l'écran qui représente si on a un problème ou pas. On peut avoir une pratique numérique qui entraîne un mal-être, même sans passer des heures dessus, par exemple. Et aujourd'hui, je vois que, enfin, depuis quelques années, depuis que Apple et Samsung ont ajouté des compteurs d'heures sur nos téléphones, tout le monde est obnubilé par combien d'heures on passe devant son téléphone. Et c'est d'ailleurs la question numéro 1 que tous les parents me posent en arrivant en consultation. C'est à partir combien d'heures on a le droit de laisser nos enfants sur le téléphone. Et moi, je dis toujours, ça dépend. Ça dépend de plein de choses différentes. Et ce qu'on peut observer, c'est que si on est tous focalisés sur le temps qu'on passe devant un écran, c'est que c'est la seule variable qu'on peut mesurer. Et que, en fait, c'est beaucoup plus subjectif, et c'est là où je rejoins ce que vous disiez justement sur cette idée de résilience, c'est qu'en fait, la pratique numérique, ce qui fait qu'elle est problématique d'un point de vue clinique, c'est très subjectif. Et on considère que c'est problématique à partir du moment où il y a une souffrance de l'utilisateur ou de son entourage. Vous avez mentionné avant votre adolescence, par exemple. Vous avez dit peut-être que moi, j'avais pas l'impression que c'était un problème, et probablement que ce n'était pas un problème pour vous, mais peut-être que c'était un problème pour vos parents. Peut-être, j'ai aucune idée. Mais en tout cas, ça veut dire que c'est à ce moment-là qu'on dit, ok, il y a un problème d'usage excessif des écrans, non pas parce qu'on a un nombre d'heures élevé, mais parce que cette utilisation, à ce moment-là, génère une tension dans la famille, ou dans le couple, ou entre amis. Effectivement, il y a des moments où ça vaut le coup qu'on se dise, bon, on se met une règle, on sort pas nos téléphones, mais le critère de temps, c'est pas le critère qu'on va utiliser pour savoir si c'est un problème ou pas. On va considérer que une utilisation est considérée problématique à partir du moment où l'utilisateur ressent une souffrance ou son entourage, comme je disais. Et on peut voir ça même sans une utilisation longue. Vous prenez, dans le domaine des jeux vidéo, vous prenez quelqu'un qui joue même une courte partie, vous faites une partie de Mario Kart et vous êtes frustré parce que juste à la ligne d'arrivée, vous prenez la carapace bleue sur la tête. Un enfant peut exploser, même des adultes qui sont un peu mauvais perdants peuvent jeter leur manette en disant bon, non, c'est nul, ça m'énerve. Et la partie, elle a duré que 5 minutes. De la même manière, vous lancez Instagram ou TikTok, et l'algorithme vous propose des choses qui sont soi-disant là pour vous intéresser, mais ce qui nous intéresse ne nous fait pas forcément plaisir. Donc il suffit que vous scrolliez peut-être 3-4 fois et vous avez 5 vidéos qui en fait parlent de quelque chose, typiquement de la guerre en Ukraine en ce moment. Et puis ça ne veut pas dire que vous avez envie de voir ces vidéos-là, mais le fait d'être confronté à des contenus qui sont plutôt connotés négativement fait que vous sortez d'Instagram en disant oh ben j'ai pas le moral. Et là, le problème qu'on a actuellement, on a tendance à du coup pointer du doigt l'écran en disant l'écran est responsable du mal-être, et qu'en fait c'est simplement c'est que l'utilisation de l'écran à ce moment-là fait émerger un mal-être qui est plus profond que ça. Depuis la crise du Covid, clairement on a une explosion des demandes de prise en charge psychothérapeutique. Tous les cabinets de Lausanne et de Suisse romande débordent dans tous les sens. On a vraiment beaucoup de demandes, et
ces demandes-là ne sont pas liées à la pratique des écrans. Elles sont liées au fait qu'on vit une époque qui est très compliquée. On a eu beaucoup de demandes d'étudiants qui sont venus consulter chez nous aussi. Et on voit bien que chez les étudiants, par exemple, ça devient difficile de trier qu'est-ce qui est de l'angoisse, on va dire, normale des études, parce que faire des études, c'est quand même anxiogène. Il y a les examens, il y a la pression, qu'est-ce que je vais faire après, est-ce qu'il y a du boulot quand je sors de l'uni? Comment trier ça d'une angoisse beaucoup plus générale qui est liée au contexte politique, social, sanitaire, etc. Et qu'aujourd'hui, effectivement, les écrans servent parfois de refuge, mais que quand on utilise ces écrans-là, on doit aussi pouvoir se dire, mais là, en fait, si je me sens pas bien, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond que ça et que, effectivement, ça vaut la peine d'aller consulter. Moi, je milite beaucoup aujourd'hui pour qu'on considère que les pratiques numériques, justement, soient représentatives de l'état de santé. Si on a tout d'un coup l'impression d'être dans une utilisation excessive, qu'on n'est pas en accord avec sa propre utilisation des écrans, c'est qu'il y a quelque chose qu'on doit investiguer. On doit aller chercher plus loin. Et effectivement, c'est là où je fais appel aux résiliences de chacun. Mais ça ne veut pas dire que du côté des créateurs de plateformes, on doit que tout est rose. Au contraire, il y a beaucoup de choses à corriger. Et clairement, la manière dont notre attention est captée sur ces plateformes, que ce soit jeux vidéo ou réseaux sociaux, il y a des choses qui sont encore très discutables et qu'il faut pouvoir améliorer, à mon avis. Mais est-ce que vous pensez que tout le monde est capable d'identifier en soi cette souffrance ou l'usage problématique? Parce que ça semble assez clair à vos yeux. Et quand on entend parler Oscar, par exemple, on a l'impression que vous parlez beaucoup d'état de confusion. Donc on n'a pas forcément cette évidence du sentiment de malaise. Et d'ailleurs, vous participez aussi au projet 36912, on voit bien qu'il y a quand même des balises. Vous proposez des balises, donc il y a bien une valeur quantitative que vous proposez. Il faut bien qu'il y ait des critères finalement qui puissent aider les gens à identifier le malaise. C'est ça, mais dans les différents repères qu'on donne, que ce soit 36912 ou d'autres qui sont aussi plus localisés en Suisse, les recommandations ne font que très peu appel au temps. Puisque, encore une fois, bien entendu, c'est illusoire de penser qu'un enfant ou un adolescent dit ah, j'ai 1 heure devant moi, dans 1 heure je m'arrête. Ça n'existe pas. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que aujourd'hui on confie la responsabilité aux enfants et aux adolescents d'arriver à s'autogérer, et on confond des compétences de maîtrise de l'outil. C'est-à-dire, je sais où aller chercher une vidéo, je sais appuyer, même très rapidement, des enfants de 2-3 ans qui savent lancer une vidéo à YouTube. Donc ça, c'est des compétences de maîtrise. Et on confond ça avec des compétences de gestion, qui sont effectivement, est-ce que j'ai le temps de me regarder 5 épisodes de suite là maintenant? Ou est-ce qu'il y a des choses que je suis censé faire, que je n'ai probablement pas envie de faire, mais que je dois faire, alors que effectivement YouTube, Netflix, le jeu, ça c'est quelque chose que je préférerais faire. Et ça, là on fait appel à toute la question de la gestion des émotions, la gestion de la frustration, et là c'est indispensable qu'on forme les parents pour aider les enfants et ne pas confier tout le package des responsabilités en même temps. C'est-à-dire pas confier à la fois les responsabilités de maîtrise et les responsabilités de gestion. Parce que ces responsabilités-là, ces compétences-là, les enfants ne les ont pas encore. Et c'est illusoire de penser que d'eux-mêmes, effectivement, ils vont apprendre à s'autogérer. C'est indispensable qu'il y ait une information de l'extérieur qui vienne dire maintenant, c'est nécessaire de s'arrêter. Pas parce que l'accumulation d'heures est dangereuse, mais parce qu'il y a des responsabilités, il y a des choses qu'il faut faire, qu'on n'a pas forcément envie de faire. Et ça, c'est... quand je travaille en thérapie de famille, et on travaille sur ces questions-là depuis des décennies. Sauf qu'aujourd'hui, elles se cristallisent beaucoup autour de la pratique des écrans. Morgane ou Oscar, comment est-ce que vous avez appris à vous autogérer parce qu'à l'époque, il n'y avait pas peut-être la même sensibilité par rapport à l'utilisation des écrans. Est-ce que vous avez l'impression de vous autogérer maintenant? Est-ce que vous arrivez à assumer cette responsabilité vis-à-vis de vous-même? Alors, en tout cas, pour moi, je pense que avec le temps, j'ai appris parce que j'avais quand même un peu ce sentiment d'être sur l'écran, c'est cool, mais c'est pas si bien que ça. Et il y a plein d'autres choses à faire avec son temps libre que ça, même si peut-être j'avais envie de pas dormir et de passer ma soirée à jouer aux Sims. Mais c'est vrai que
Actuellement, j'ai pas l'impression d'avoir une très bonne autogestion. J'essaye maintenant vraiment d'imprimer mes articles de lecture pour les cours, par exemple, en papier, parce que mais le moment que je vais faire une petite recherche sur Internet pour éclaircir un terme, vérifier une date, etc., je peux très facilement être distrait par tout ce qui est proposé. En fait, c'est plutôt là que moi j'ai un problème, c'est que l'utilisation, enfin c'est comme flou parce que je sais m'autogérer jusqu'à un certain point, mais je ne sais pas gérer le contenu qu'on m'impose parfois, et je sais pas comment je réagis à ça. Je vais sur Instagram, c'est juste pour faire passer le temps. J'ouvre les stories, je vois une vidéo de crimes de guerre, que ce soit en Ukraine, au Yémen ou ailleurs. Et ensuite, je vois que quelqu'un est en train de manger des sushis à Sushi Zen, et qu'ensuite, quelqu'un est en train de faire une blague absurde sur la fin de l'humanité. C'est ça qui est difficile, je trouve. Enfin, je sais qu'il y a des comptes que j'évite. Je ne suis pas RTS Info parce que c'est connu. Donc RTS, Radio-Télévision Suisse, c'est connu qu'il y a toutes les informations déprimantes qui passent, mais je ne peux pas contrôler ce que mes amis vont poster dans leur story. Donc je pense qu'il y a comme une part de moi qui doit apprendre à gérer mon manque d'attention, mais c'est surtout aussi contrôler. Enfin, j'arrive pas à aller sur Internet ou surtout sur les réseaux dans un état d'esprit où je suis préparé à recevoir des informations et divertissements très très divergents. Est-ce que vous voulez dire en fait qu'il est difficile de ne pas succomber aux tentations, même si on se limite à Wikipédia, il y a des liens, des hyperlinks comme ça qui nous renvoient à d'autres articles. On a parfois la peine d'arriver au bout de l'article parce qu'on se dit « Ah mais tiens, si je lisais d'abord ceci », on est renvoyé à d'autres choses constamment. Même quand on a une approche, disons, pour le travail, hein, pour les études. Donc c'est un petit peu ça, hein, si je comprends bien pour vous, c'est ces tentations, enfin, ces alertes qui surgissent de partout, qui rendent difficile la pratique du numérique. Oui, exactement. Enfin, c'est aussi quand même, je pense que c'est quelque chose d'assez émerveillant, et moi qui m'a toujours marqué, c'est l'image qu'on avait d'Internet il y a assez longtemps, peut-être 20-25 ans. Moi, quand j'ai commencé à utiliser Internet, j'ai découvert YouTube à l'âge de 7 ans. J'avais l'impression d'avoir en face de moi un puits de savoir infini qui, avec les années, ne fait que de s'accroître. Et je pense surtout quand on est aux études, c'est très riche d'avoir cette option-là, mais c'est vrai qu'on ne sait plus s'arrêter. Et c'est là que c'est compliqué. C'est le mettre l'arrêt, effectivement. Morgane, oui, donc c'était par rapport à cette question d'autocontrôle. Hein. C'est vrai que de nouveau, ça dépend quoi. J'ai plus l'impression de pouvoir, de réussir à voir ce que je veux voir, mais après peut-être c'est juste une impression. Après, voilà, moi aussi je me suis désabonnée de la RTS au début de la guerre en Ukraine, parce que voilà, je savais que ça allait me faire trop de mal. C'est vrai que on parle aussi parfois de ces images aussi la vie parfaite que les gens renvoient sur Instagram par exemple. Ça c'est vrai, des fois c'est les choses qu'on contrôle moins, mais j'ai moins l'impression que ça me pose problème. Et puis moi j'ai souvent ça où le soir aussi, on en parle des fois, c'est comme tu dis, il y a tellement de choses qu'on peut voir, c'est que je passe 30 minutes à essayer de choisir quelle vidéo ou quel film regarder. Et en lien avec les émotions dont vous parliez avant, c'est vrai que souvent je me sens frustrée le soir parce que j'ai rien pu regarder. Parce que moi j'ai pas mal d'autocontrôle sur à quelle heure je veux me coucher. Et en fait au final je finis par ne rien regarder ou alors commencer 5 minutes quelque chose qui au final me plaisait pas. Et ouais, donc c'est vrai que de là je me dis en fait en essayant de m'auto-contrôler en me disant je vais choisir
telle vidéo qui va durer telle période de temps pour éviter d'être frustrée de ne pas le regarder en entier. Au final, je crée de la frustration de ne pas réussir à trouver ce que je voulais regarder. Et puis sinon, c'est plutôt aussi ce côté, en effet, comme j'avais dit au début, par rapport aux notifications. Alors voilà, ça, clairement, j'arrive pas à m'auto-contrôler sur mon Instagram. J'ai tout vu. J'ai vu toutes les stories, j'ai vu tout le feed, tous les posts. et ouais, et ça, c'est un tic, je sais pas. Mais voilà pour mon autocontrôle à moi. Monsieur Marie, vous aimeriez que les collectivités publiques ou que le monde politique aide davantage les individus à se réguler. Vous avez milité pour la création d'un projet de loi par rapport à la surexposition aux écrans. Je ne sais pas où ça en est. En quoi ça consiste? Vous avez aussi des conseils assez, assez radicaux par rapport à l'âge auquel les enfants doivent être exposés aux écrans. On voit que Morgane et Oscar ont été exposés assez jeunes. YouTube à 7 ans pour Oscar. Donc, dans votre association, vous êtes plutôt pour une aide publique, des directives par rapport à la pratique des écrans. Oui, à vrai dire, YouTube à 7 ans, c'est très tard par rapport au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Je pense plutôt que vous avez été préservé par rapport à beaucoup de jeunes avec lesquels je suis en lien. Et effectivement, donc, pour revenir un petit peu sur le diagnostic, je pense que la capacité de s'auto-contrôler face à ces applications, c'est totalement utopique en réalité. C'est-à-dire que ça reviendrait à dire à un enfant dans une boulangerie, tu vas rester là toute la journée, puis tu touches à rien. Notre cerveau ne peut pas, tout simplement. Et voilà, la peur de manquer, donc fear of missing out, sur les informations de ses amis, etc. Voilà, ça a été étudié par des neuroscientifiques qui savent très bien que telle notification sera irrésistible, qu'on a envie de savoir ce qui s'est passé chez nos amis. Et bon voilà, évidemment, donc je suis un petit peu aussi sur une ligne différente sur le rapport au temps d'écran, et puis sur je pense que Instagram, c'est pas de temps en temps une vidéo qui va faire mal. C'est Instagram structurellement fait mal. Ça a été démontré par beaucoup d'études, des études indépendantes anglaises, mais aussi des études internes à l'entreprise, donc Meta, qui possède Instagram. C'est d'ailleurs les Facebook Files avec Frances Haugen, c'était donc la révélation des études internes dans lesquelles Instagram, on rend compte que leur algorithme favorise le mal-être des jeunes filles en particulier, qui sont incitées à être toujours plus avec beaucoup de filtres pour être toujours dans l'apparence la plus parfaite possible, et donc il y a une espèce de quête d'apparence parfaite qui est très difficile psychologiquement quand on est adolescent ou adolescente et que on a du mal à s'accepter. On voit l'explosion des opérations chirurgicales. Les opérations chirurgicales pour les jeunes ont dépassé celles pour les personnes âgées là de très récemment. C'est directement lié à Instagram et à TikTok. Et donc face à ce qui est quand même un problème de santé publique et un problème majeur pour la société, effectivement, à mes yeux et aux yeux de plusieurs associations avec lesquelles on s'est associé, y compris des pédopsychiatres et des psychologues en France, il est utopique de penser que chaque individu tout seul va pouvoir se réguler. Évidemment, il faut l'y encourager, évidemment, il faut nourrir l'esprit critique, s'informer, faire tout ce qu'on peut. C'est comme le tri des déchets, ça va contribuer à améliorer la situation écologique, mais ça ne résoudra pas, la crise écologique colossale qu'on est en train de vivre. Et donc, évidemment, il faut qu'à un moment, les pouvoirs publics s'activent. Et face à un problème d'une telle ampleur, il faut des mesures, effectivement, d'ampleur. Et à partir du moment, par exemple, où l'Organisation mondiale de la santé dit il faut le moins d'écran possible avant 5 ans, nous, on dit dans ce cas, il faudrait que que le discours de prévention publique dise pas d'écran avant 5 ans. On ne voit pas quel intérêt il peut y avoir pour des enfants de moins de 5 ans à être face à un écran. Et à partir du moment où le smartphone, ça veut dire un Internet seul dans sa chambre pour un enfant, n'a aucun impact positif a priori et la garantie d'impact négatif,
on voit pas pourquoi il n'y aurait pas un discours de prévention qui dirait pas de smartphone avant 15 ans. Voilà. Donc on est plusieurs associations à porter ça. Ça apparaît effectivement comme radical aujourd'hui, puisqu'on voit qu'aujourd'hui tout le monde baigne dans le numérique dès le plus jeune âge. Hein. Je veux dire, dès 6 mois, 1 an, on a beaucoup d'enfants, de bébés à qui on donne des écrans pour les calmer, et voilà, c'est devenu des nounous ou des doudous modernes. Donc ça paraît un peu dingue d'imaginer de repousser comme ça l'âge de l'accès aux écrans, et en particulier aux écrans connectés qui bien sûr sont plus addictifs et plus problématiques. Mais pour nous, voilà, c'est indispensable qu'il y ait un discours de prévention qui soit beaucoup plus clair, beaucoup plus ferme. Et il y a d'autres mesures, hein, c'est-à-dire qu'on n'en a pas parlé, mais d'après nous, il y a aussi une pression institutionnelle au numérique. Et donc, effectivement, à partir du moment où les universités font passer tous leurs cours en visio, pour les étudiants, il n'y a pas vraiment le choix, en fait. C'est-à-dire que si on veut rester dans la course éducative, il faut être connecté. Et quand on a 40 onglets avec des onglets de cours, et qu'on a la tentation d'aller voir soit la dernière match de foot, soit la dernière vidéo de chaton, soit le dernier épisode de sa série préférée, chacun ses goûts, mais de toute manière, ce sera toujours beaucoup plus tentant qu'un cours. Et donc, de fait, ça crée cette espèce de tension, cette confusion. Et donc là, on parle des universités, mais c'est pareil dans les lycées, c'est pareil dans les collèges, c'est pareil dans les écoles. Ça commence à être le cas en maternelle. En France, on diffuse des écrans en maternelle. Donc encore une fois, l'OMS dit pas d'écran avant 5 ans, mais en France, on commence à installer les écrans en maternelle. Voilà, et donc pareil pour l'administration, ça devient impossible d'acheter un billet de train, ça devient impossible de régler tout un tas de démarches administratives si on n'est pas connecté. Et donc nous, on demande qu'il y ait un droit à la non-connexion administrative, qu'on ne soit pas obligé d'être connecté pour être un citoyen, pour accéder à ses droits, en fait, tout simplement. Voilà, donc ça sonne un peu radical aujourd'hui, j'espère que ça ne le sonnera pas dans quelques années. De la même manière que les discours écologistes, il y a quelques années, quand on disait qu'il faut manger moins de viande, moins prendre l'avion, ça paraissait complètement dingue il y a 4-5 ans, aujourd'hui ça paraît banal. On espère que c'est une question de normes culturelles, et que d'ailleurs on voit que ça tend à évoluer plutôt que notre discours est de plus en plus audible en tout cas. Donc ça on s'en réjouit, mais voilà, effectivement un fort besoin de régulation. Monsieur Nils Weber, quelle est votre opinion par rapport à l'usage du numérique dans le monde éducatif? Parce que vous êtes plutôt dans la logique 3, 6, 9, 12. Ce n'est pas tout à fait les mêmes chiffres que vous avancez, Monsieur Marie. Est-ce que vous avez, en tant que psychologue, vous avez une influence aussi par rapport à cette... c'est vrai, on a l'impression d'un engouement du monde politique pour le numérique, qu'on cherche à placer à tout crin, à tous les niveaux. Je ne sais pas quel est votre avis à ce sujet. En fait, ça illustre bien l'ambiance un peu schizophrénique dans laquelle on est, puisque d'un côté, on nous dit il faut absolument être connecté, effectivement, il faut être à la pointe, il faut que tout soit disponible sur Internet, etc. Mais en même temps, de l'autre côté, on fait peur en disant attention, l'écran est dangereux. Et c'est là où moi je pense qu'il faut... je reprends ma phrase autrement, mais je pense que j'ai donné une interview il y a quelque temps pour le journal 24 heures, dans laquelle je disais effectivement, je pense qu'aujourd'hui les premiers smartphones ne devraient pas être donnés aux enfants avant 16 ans. Et bien sûr, ça paraît complètement utopiste et irréaliste, mais je pense qu'il faut expliquer pourquoi. Enfin, dans le sens où je pense que avant 15 ou 16 ans, on n'est pas suffisamment outillé pour gérer certaines choses. Mais en même temps, il ne faut pas tomber dans une forme de paranoïa où, par exemple, j'ai des parents qui me contactent en disant qu'est-ce qu'on fait dans la rue quand notre enfant, notre bébé dans le pouce-pouce voit un écran à l'arrêt du métro, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui cache les yeux? Non. Le message qui est très important, c'est de dire que les problèmes, effectivement, les enfants n'ont aucune raison d'être tout seuls devant des écrans jusqu'à 6 ou 7 ans, il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a aucun bénéfice, aucune plus-value à ce que les enfants soient devant des écrans. Et de la même manière, c'est important que
prenez nous adultes, qu'on puisse séparer des moments où on a besoin des écrans et des moments où on n'en a pas besoin. Et typiquement, ça devient compliqué quand tout est concentré sur les écrans, mais le message qu'on doit faire passer, c'est que c'est pas, encore une fois, c'est pas l'exposition à l'écran qui pose problème, c'est la gestion de la temporalité, des priorités, et que pour des enfants, quand effectivement on recommande que les enfants soient pas laissés tout seuls devant les écrans, c'est aussi parce que ce qui pose problème au développement de ces enfants-là, c'est que pour se développer correctement, ces enfants ont besoin d'avoir accès à des tas de choses différentes, notamment à l'interaction humaine et pas à l'interaction homme-machine. Et que des enfants qui sont laissés, effectivement, comme vous le dites très bien, avec ce rôle de nounou, où on donne le téléphone pour que les enfants se calment, ça c'est problématique, non pas parce que l'écran est nocif pour l'enfant à ce moment-là, mais parce que ça coupe l'accès de l'enfant à ce dont il a besoin pour se développer correctement. Et c'est ça qui est hyper important aujourd'hui, qu'on doit faire passer comme message, c'est que l'écran lui-même n'est pas bon ou mauvais, mais c'est la manière dont on s'en sert qui peut poser problème. Et que pour les enfants, c'est pour des questions de développement, mais après on voit très bien que pour nous, en termes d'adultes, quand nous qui sommes adultes, c'est pour des questions de sociales, des questions motivationnelles, des questions émotionnelles, relationnelles, et voire même d'hygiène de vie parfois, mais que effectivement on doit pouvoir se dire, c'est pourquoi est-ce que j'ai envie de limiter ma consommation d'écran? Pourquoi est-ce qu'on parle pas d'un point de vue clinique? On n'a pas de diagnostic d'addiction ou de dépendance aux écrans. En fait, c'est quelque chose qui n'existe pas, mais on en parle constamment comme quelque chose dont il faut se méfier. Et ce qui est en train de générer ce message schizophrénique, c'est qu'en même temps, on nous dit il faut être sur les écrans parce qu'il faut aller en cours, et puis les cours sont sur l'écran, mais de l'autre côté, on nous dit attention, l'écran, c'est dangereux pour la santé. Et donc, c'est très important qu'on clarifie ce message pour dire, en fait, ce qui est important, c'est pas que l'exposition à l'écran est nocive elle-même. C'est vraiment le moment où je l'utilise. Est-ce que j'en ai besoin ou pas? Et ça, c'est un gros travail qu'on fait avec les familles en thérapie, notamment, c'est d'essayer de définir des moments où toute la famille va jouer le jeu, où à des moments, on dit, mais en fait, là, on va tous mettre nos écrans de côté, pas parce que l'écran pose problème, mais parce qu'on a d'abord besoin de faire sans, avant de pouvoir apprendre à faire avec. Et ça, effectivement, je suis bien d'accord que c'est complètement un peu illusoire de penser que ça va se faire tout seul. Donc il faut qu'il y ait effectivement des recommandations, il faut qu'il y ait des accompagnements, et pas seulement mettre la responsabilité sur les parents, mais aussi justement au niveau institutionnel, au niveau politique, et on doit vraiment pouvoir accompagner ça. Et encore une fois, pour la question des adultes, typiquement pendant le confinement, on a beaucoup répété que c'était important qu'on ne travaille pas au même endroit où on a nos loisirs, idéalement. C'est clair que quand on habite dans un studio, c'est un peu compliqué, qu'on est bloqué à la maison et qu'on a une seule pièce, c'est compliqué. Mais le plus possible, nous, on encourageait nos patients à essayer de ménager des espaces, ne serait-ce que 2 bouts du bureau différents, et idéalement avoir un écran où on va s'occuper des cours, on va suivre les cours. Puis si nos loisirs, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire à ce moment-là, doivent passer par l'écran, ou doivent, c'est un grand mot, mais passe beaucoup par l'écran, essayer à ce moment-là de passer par un autre écran, puis essayer de reprendre le contrôle justement sur les moments où on a besoin de l'écran et des moments où on n'en a plus. Donc c'est clair que quand on a tous les onglets qui sont l'un à côté de l'autre, vous l'avez bien dit, c'est la solution de facilité, on a tout à disposition au même endroit. Mais c'est important le plus possible qu'on essaie de séparer les lieux physiques ou numériques. Mais ça implique d'avoir déjà un certain confort matériel. Et on voit que les étudiants souvent habitent en colocation, donc c'est assez difficile de maîtriser ce paramètre. D'ailleurs, ce qui m'a frappé, Yves-Marie, dans votre livre, c'est la différence sociale aussi, les différences de classe sociale par rapport à l'utilisation des écrans. Il semblerait que les couches populaires soient plus atteintes que les couches plus aisées. Vous le voyez notamment dans votre travail avec les élèves des écoles. Oui, tout à fait. Nous, on intervient. Le gros de nos interventions, c'est dans les quartiers nord de Marseille, qui sont je ne sais pas s'ils sont connus jusqu'ici. Mais donc en gros, c'est les quartiers les plus populaires, donc les plus défavorisés à Marseille. Et on intervient aussi dans des quartiers, on va dire plus que ce soit classe moyenne ou plus bourgeoise. Et la différence, elle est très nette. Et elle est par ailleurs confirmée par des études. Il y a eu la cohorte ELF en France qui porte sur des milliers d'enfants. Et là, c'est sur les 0-2 ans.
qui voit la surexposition aux écrans des 0 à 2 ans, elle est double dans les familles dont les parents ont un niveau d'études plus bas. Donc, voilà, c'est quasiment du simple au double en gros, et c'est pareil après sur les âges supérieurs. Nous, on voit les classes de CE2 dans les quartiers nord, donc c'est 8 ans, un enfant sur 2 a un smartphone. 8 ans. Et ensuite, sur le temps d'écran quotidien, qui à mon avis est une métrique intéressante, ça va très facilement jusqu'à 8, 10, 12 heures pour les adolescents. Et alors, je me permets de rebondir sur 2 points, dans l'échange, sur l'idée qu'il n'y ait pas de pathologie addictive. Il y a quand même l'OMS, il me semble, qui a reconnu le jeu vidéo comme une pathologie addictive. Et à vrai dire, moi, récemment, j'étais dans un lycée, un lycée professionnel en France. C'était des jeunes qui avaient entre 15 et 17 ans. Et ils passaient en moyenne 8... Je leur demandais un samedi de base, combien de temps vous passez. C'était en moyenne 8-9 heures par samedi sur un écran. Donc bon, moi je trouve ça délirant, mais c'est devenu la norme, donc quelque part ok. Il y en avait quelques-uns qui étaient à 2-3 heures, parce que c'était très sportif, donc ils faisaient autre chose. Et il y en avait aussi une bonne partie qui m'a moi-même un peu choqué, qui était jusqu'à 14, 15, 16 heures sur une journée entière. Et eux, c'était les gamers. C'est-à-dire que eux, c'est ceux qui jouent aux jeux vidéo, qui, à mon avis, ont une puissance addictive quand même encore supérieure, et qui ont été conçus comme tels. Je sais pas, donc vous connaissez sans doute mieux que moi le sujet, mais on le sait, que voilà, le modèle économique des jeux vidéo a évolué, avec l'accès à Internet, avec l'idée des microtransactions, avec l'idée d'un univers persistant, donc on est tout le temps... et il ne faut pas se coucher pour rien rater, etc. Et voilà, donc bon, je me suis un peu écarté, mais voilà, effectivement, dans les milieux défavorisés, où on a moins d'accès aux jeux extérieurs, on a moins d'accès, par exemple, justement, à des vrais nounous qu'on peut payer pour s'occuper des enfants. Et ben, de fait, moi j'ai des mamans de famille, donc des mamans isolées qui ont célibataires, qui vont avoir 7-8 enfants. Bon, bah, c'est clair, soit elles ont le feu à la maison, soit elles mettent un écran partout et c'est à peu près tenu. Et si elles l'enlèvent, elles ont des crises. Et d'ailleurs, souvent, j'ai discuté avec ces mamans qui réalisent, en fait, qui culpabilisent énormément parce qu'elles découvrent que leur enfant à 3-4 ans a des retards de langage, des retards de développement par rapport aux autres enfants. Et elles se disent, j'ai abîmé le cerveau de mon enfant en le mettant des écrans tôt. Là, il y a tous les bébés Covid qui sont en train d'arriver en maternelle, c'est en train de découvrir la catastrophe. Voilà, encore une fois, s'il y avait un discours de prévention très offensif qui allait au-delà des couches favorisées et qui permettait vraiment de toucher toute la population et qui sortait un peu de cette schizophrénie, parce qu'effectivement, donc le discours de prévention commence à émerger. Vous parliez de projet de loi, donc il y a eu un projet de loi en France pour lutter contre la surexposition aux écrans, mais en fait qui n'a même pas été réellement déposé à l'Assemblée. Au final, c'était essentiellement un coup de communication avant les élections. Mais donc il y a un peu du discours public qui commence un petit peu à émerger. En revanche, en parallèle de ça, on distribue des tablettes, encore une fois, en maternelle. Les tablettes, c'est en primaire, et on met des écrans en maternelle. Donc là, nous, on a plein de familles qui nous disent, on comprend pas, on nous dit de réduire le temps d'écran, mais à côté de ça, le collège ou l'école nous distribue un écran. Voilà. Donc, bon, pour l'expliquer, moi, je vois une chose assez simple, c'est qu'en réalité, des gouvernements, je connais pas du tout la situation suisse, mais je sais qu'en France, on a un gouvernement qui s'assume, qui revendique la start-up nation, qui assume de dire que l'éducation peut être un levier pour la croissance, et donc on va préparer, on va non seulement utiliser la pédagogie numérique parce qu'elle serait plus agile, etc. Donc il y a toute une novlangue un peu absurde là-dessus, mais en plus ça permet tout simplement d'investir dans ce qu'on appelle la EdTech, donc les technologies de l'éducation. Et donc c'est des entreprises qui voient affluer de l'argent public et qui sont développées. Et donc toujours le même moteur qui est en fait la croissance, qui était ce même moteur qui, à mon avis, nous amène à la catastrophe écologique qu'on est en train de vivre. C'est ce même moteur qui encourage les pouvoirs publics à y aller toujours plus loin dans le numérique, à gagner en efficacité, aller plus vite. Voilà, la 5G qui s'impose en France de la même manière. C'est un conflit entre une volonté de croissance économique et en fait la préservation de notre santé, de notre environnement. Voilà, c'est une tension qu'on connaît dans énormément d'autres sujets, qu'on a bien compris avec
le pétrole, la voiture, etc. Et bon, on espère que la prise de conscience va augmenter, quoi. Merci. Parce que, effectivement, vous avez raison, l'OMS a posé un diagnostic d'addiction aux jeux vidéo. C'est un diagnostic qui fait énormément débat, et ce qui est intéressant, c'est que justement, on a un seul critère qui est proposé dans ce diagnostic, c'est pendant une année complète, donc 12 mois, la personne doit être dans l'incapacité de remplir ses obligations. Donc dans ce diagnostic-là, il n'y a pas de notion de temps, et que qu'est-ce qui est une obligation et comment on la remplit, reste quelque chose d'assez subjectif. Donc c'est un diagnostic avec lequel on fait pas grand-chose, et c'est vrai que on voit aussi qu'aujourd'hui on a un peu le même conflit ici aussi en Suisse avec cette idée de il faut mettre des écrans. D'ailleurs, il y a une pétition qui est en train de circuler ici dans le canton de Vaud pour essayer de limiter l'accès aux écrans à l'école. Oui, mais on voit que les motivations de cette pétition sont à côté de ce que le département d'instruction publique essaie de viser, c'est-à-dire de pas mettre des écrans pour mettre des écrans, mais de se dire, tiens, si dans cette activité-là, ça pourrait être utile d'avoir un écran, pourquoi pas ne pas l'utiliser. Mais mettre des écrans pour mettre des écrans, ça n'a aucun sens. Effectivement, et puis alors là, je suis complètement d'accord avec vous. On voit très bien que derrière, il y a des enjeux capitalistes et qui alimentent d'ailleurs toute la question de la captation de l'attention. On sait très bien que tous ces enjeux-là sont des enjeux capitalistes, et que c'est ça qui est le vrai risque là derrière. Mais que aujourd'hui, c'est indispensable que justement on forme la jeune génération au numérique, pas parce qu'il faut mettre des écrans tout le temps, mais on peut les former à l'esprit critique et à l'apprentissage du numérique, même sans écran. Donc c'est ça qui me semble important de clarifier aussi, c'est que si on veut apprendre à utiliser le numérique, on n'est pas obligé d'avoir un écran sous les yeux. Et c'est là où on a un message complètement effectivement schizophrénique, où on voit que d'un côté on dit mettons des écrans. Enfin, il y a des enseignants qui nous ont dit aussi, mais on a reçu des caisses avec des iPads dedans, mais on ne sait pas ce qu'on doit faire avec. Rien, faites-en rien. Si vous n'avez pas une consigne, si vous-même en tant qu'enseignant vous dites pas, mais tiens, là il y a une activité qui serait intéressante à intégrer dans mon cours et l'iPad serait intéressant, et on le sort que pour ça. On le sort pas pour toute la journée, c'est que pour cette activité-là. Là, sinon, n'en faites rien. Et je trouve que c'est intéressant aussi de voir que la ville de Lausanne a ouvert un fonds pour aider les familles qui ont des difficultés à gérer les outils numériques. Donc les familles lausannoises peuvent venir consulter chez nous, et c'est la ville qui prend en charge les consultations. Donc c'est la première fois en Suisse qu'il y a une institution politique, à savoir la ville de Lausanne, qui décide de prendre cette question au sérieux, et c'est vraiment chouette. Et on voit que justement on a reçu des demandes de plein de familles différentes, de plein de milieux différents, et que finalement toutes les familles ont les mêmes préoccupations, et qu'on voit très bien qu'il y a des enjeux effectivement culturels ou de sociaux, de se dire il faut que nos enfants aient un smartphone pour faire partie du groupe, par exemple. Mais on voit que les parents de familles aisées ont les mêmes difficultés que les familles, en tout cas dans la région, que c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Et c'est donc très important qu'on puisse très tôt apprendre aux enfants à utiliser le numérique quand c'est nécessaire. Et typiquement, tout ce qui est montre connectée, pour moi, c'est une catastrophe. Ça ne devrait pas exister. C'est pas un outil qui est utile. Mais par contre, il y a un marketing derrière qui est de fou furieux pour faire croire que les parents seront des meilleurs parents s'ils ont mis une montre connectée à leurs enfants, parce qu'ils pourront mieux les protéger, ils pourront mieux les aider. Mais absolument pas. Ça ne marche pas. J'ai des tas d'exemples de parents qui ont dit finalement. Ça ne marche pas, ou les professeurs qui s'en plaignent aussi. Enfin bref, on est en train de nous dire, mais regardez, pour reprendre cette idée de la Startup Nation qui est moins, d'après ce que j'ai compris, qui est moins poussée ici en Suisse, mais on est en train de dire, regardez, très vite, il faut que les enfants aient accès aux écrans. Mais en fait, pas du tout. Il faut que quand ça devient vraiment nécessaire, on réfléchit comme on le fait de manière cohérente, mais avant, il faut arrêter de vouloir mettre des écrans partout où c'est pas nécessaire. Merci. Je vais peut-être me tourner vers l'assistance pour savoir s'il y a des questions vis-à-vis de nos invités ou des étudiants par rapport à... Oui, je vous donne le micro. La question de la limite d'âge, c'est ça, enfin...
Oui. Alors bon, moi donc je suis pas spécialiste du cerveau des enfants. Ce que j'ai pu lire notamment, pour moi, un livre qui fait référence, celui de Michel Desmurget, qui est un neuroscientifique français, qui a écrit un livre qui s'appelle La fabrique du crétin digital, qui a été donc le titre est assez éloquent, mais ça a été un essai avec beaucoup de succès en France. Il fait d'abord, il commence par démonter toutes les études, toutes les pseudo-études qui valorisent l'usage du numérique, avant de citer des milliers d'études qui montrent bien l'impact du numérique. Et un des éléments clés dont il parle, c'est la malléabilité du cerveau. Plus on est petit, plus le cerveau serait malléable, et le cerveau serait en formation jusqu'à 25 ans environ. Mais il y a vraiment cette idée que c'est une énorme malléabilité et ça réduit petit à petit. Et en gros, lui, il voit un cap à 5-6 ans. Lui, Desmurget, il dit pas d'écran avant 6 ans, c'est possible. Et donc, je pense que c'est un peu ça qu'a servi l'OMS aussi dans son cap des 5 ans. Donc voilà, il y a cette idée que on trouve des traces mnésiques, donc des traces de l'écran dans le cerveau sur les électrodes, sur leur machine quand ils vérifient. Après 15 minutes de visionnage d'un écran, peu importe lequel, on retrouve des traces dans le cerveau. Donc en fait, il y aurait un impact, en tout cas sur le cerveau. Après, est-ce que c'est à quel point c'est négatif? En tout cas, il y a un impact. Et après, on sait, voilà, moi bon voilà, là, moi j'ai encore une petite nuance aussi sur l'idée que est-ce que l'écran serait un problème en soi ou pas. En fait, ça renvoie à une vieille question philosophique qui est celle de la neutralité de la technique. Voilà, moi je pense que la technique n'est pas neutre et je ne pense pas qu'un écran en soi, je pense pas que ce soit que l'usage qui pose problème. Je pense que bien sûr les usages ne se valent pas, que certains usages sont plus dangereux et problématiques que d'autres, mais qu'en soi, en fait, un écran numérique et Internet, c'est des infrastructures qui ont été conçues pour plus de rentabilité, plus d'efficacité, qui sont des outils de la puissance en fait, qui ont permis au départ, c'est des outils qui ont été conçus pour augmenter la capacité de calcul, pour augmenter la puissance des États qui les ont financés et des entreprises qui ont été financées pour ça. Et donc c'est pas un hasard si elles sont si puissantes, si attractives, bon voilà. Et le temps d'écran en réalité, même, j'ai envie de dire, quand bien même on regarderait des choses très intéressantes, c'est quand même du temps dans lequel on se repose pas, on rêve pas, on dort pas, on fait pas de sport, on n'est pas. Voilà, nous, de notre côté, effectivement, parfois ça paraît bête et méchant de dire réduire le temps d'écran parce que c'est évident que tous les temps d'écran ne se valent pas, mais nous on encourage la déconnexion, on encourage vraiment des moments sans écran, on coupe complètement les écrans et on parle avec ses amis, on fait autre chose, on rêvasse. On accepte de pas avoir la sollicitation numérique. Désolé, je me suis un peu non, mais c'est vrai que ça me fait réagir par rapport à la qualité de l'objet même. L'écran en soi a une apparence esthétique ou sensorielle qui est quand même différente des autres objets. Ça sollicite, je pense, le cerveau, l'esprit humain d'une autre façon qu'un livre ou un tableau. C'est pourquoi il semble assez difficile aussi de faire face à l'ennui. C'est ce que vous avez dit, hein, Morgane, souvent. Vous avez dit, dès l'instant où je ressens de l'ennui, je me tourne vers l'écran. Mais ça pose la question aussi du lien avec l'environnement. C'est comme si on perdait le lien avec le monde environnant. Si on s'ennuie, on peut observer ce qu'il y a autour de soi. Mais ce pouvoir addictif est si fort que on oublie finalement de contempler le monde. C'est vrai que, encore une fois, je suis assez surpris de voir sur notre terrasse en été le peu d'étudiants qui regardent le paysage naturel. Beaucoup sont absorbés par la contemplation des écrans. Donc il y a aussi un impact sur le rapport au monde. J'ai envie de dire, là aussi on entre dans une question quasi philosophique. Voilà ce que vos propos m'inspirent, mais est-ce que d'autres personnes auraient des questions à ce sujet? Je vous passe le micro quand même, parce que comme ça pourra être enregistré. Ok, alors moi j'avais une question assez spécifique sur si par exemple on a un enfant qui est le seul enfant, donc voilà, et que, par exemple, les parents n'ont pas un niveau de culture très élevé ou n'ont pas forcément envie de transmettre
n'importe quoi à son enfant, parce que peut-être juste pas l'envie. Et dans ce cas-là, est-ce que, par exemple, des reportages comme ceux d'Arte ou sur la chaîne Planète peuvent avoir peut-être un effet bénéfique, comme un peu une béquille face à ce manque un peu d'ouverture culturelle, afin de, je sais pas, peut-être un peu de développer les compétences d'analyse dans la culture ou comme ça? Je dirais que si le reportage est regardé avec les parents ou avec d'autres adultes et que après, une fois que le reportage est fini, on en parle et on se raconte le reportage, on se dit mais qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que ça amène comme question, à ce moment-là, oui. Mais le reportage tout seul, non. C'est-à-dire que même si il y a des tas de choses, comme on l'a dit, il y a des pratiques qui sont plus instructives que d'autres, mais c'est un peu le piège. On a déjà vu ça à la fin des années 90, dans l'ensemble des départements d'instruction publique. En Suisse, c'était le premier grand boom du numérique. Puis toutes les écoles ont dit il faut mettre des ordinateurs dans les classes. Puis on s'est retrouvé avec plein de classes qui avaient des ordinateurs au fond de la classe que personne n'a jamais allumé parce qu'on savait pas quoi faire avec. Et le piège, c'est de penser que l'outil numérique lui-même va amener cet effet que vous évoquez. Par contre, se servir de l'outil numérique à un moment où on juge que c'est nécessaire, que ça peut être utile, pourquoi pas. Mais c'est peut-être compliqué j'imagine, si je reprends votre question spécifique, si on se dit que ces parents ont déjà des difficultés à amener ce regard-là, c'est peut-être pas eux qui vont proposer le film Arte. Et c'est pour ça que nous, on travaille aussi beaucoup avec les maisons de quartier ou les foyers pour installer, ou même dans les classes, pour instaurer des moments où on va se raconter ce qu'on a vu sur les écrans, que ce soit les réseaux sociaux, les jeux vidéo, mais aussi des documentaires, puis considérer que ces écrans-là doivent être débattus. Et que si on veut en faire de lui-même, l'outil ne suffit pas à générer ça. Est-ce que ça répond à votre question? Ouais. C'est-à-dire que l'impact des écrans n'est pas le même s'il est reçu individuellement ou en collectivité. C'est important. Enfin, il n'y a pas la même empreinte, disons, de l'écran. Oui, parce que, et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant à observer, notamment depuis le Covid. C'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit aussi mais en fait moi ça me va si on se voit moins. Dans le reportage, l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, quelqu'un a dit une pause ça doit être avec les copains, sinon on se repose pas. Mais en fait on voit qu'on n'est pas tous sensibles de la même manière à ce besoin de l'échange social. On en a besoin plus ou moins à une intensité qui est variable, et on a un peu tendance à dire il faut aller dehors, il faut aller voir les autres, il faut être en contact avec les autres. Mais quand on demande à nos patients, surtout auprès des enfants, quand on leur demande, ou les adolescents, pourquoi l'écran est tellement important pour toi, pourquoi TikTok, Instagram, Fortnite, pourquoi c'est important pour toi, 99,999 fois sur 100, ils vont nous dire, en fait, c'est ce qui me permet d'être avec les copains. C'est le lien social. Donc le lien est recherché à travers l'écran, et là où on a un problème effectivement de compréhension, c'est qu'aujourd'hui on a peut-être une génération qui a pris pour habitude que la relation se fait à travers l'écran, et que nous on doit travailler aussi pour leur dire mais si tu perds ton téléphone ou si tu n'as pas accès à Fortnite, en fait c'est pas grave, mais on va te montrer comment tu vas pouvoir aussi être en relation avec les autres. Donc pour répondre à votre question, c'est de voir comment à ce moment-là l'écran peut devenir sujet de création de liens, non pas à travers l'écran, mais en dehors de l'écran. Donc on se sert de l'écran pour créer du lien et on vient répondre aux besoins. Le besoin, c'est être en relation, et l'écran est un moyen d'atteindre ce besoin. Et la confusion qu'il y a aujourd'hui, c'est de penser que l'écran est le besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Y a-t-il des questions encore? D'abord, merci beaucoup, c'était passionnant, et je pense que je regrette que cette salle soit pas comble, parce que on a besoin d'entendre les alertes que vous communiquez là. Je trouve que c'est vraiment et probablement que la relative faible influence témoigne du fait qu'on est inconscient de ce à quoi, Yvan, tu attires notre attention ce soir en organisant cette rencontre, et vraiment merci, je pense que c'est vraiment hyper important.
Et je pense que alors, il faut savoir il faut utiliser les écrans quand ils sont utiles. Alors, je suis un peu sceptique, mais parce que une des questions fondamentales, c'est de savoir quand ils sont utiles. Et puis vous partez du principe qu'on le sait. Et j'ai l'impression qu'on ne le sait pas. Et alors je pose une question très technique ici. On est étudiants ici, tous à un moment ou à un autre de notre cursus. On a envie de prendre des notes avec une machine, regardez. J'ai fait ça en vous écoutant. Je regrette d'avoir oublié mon stylo. Si je fais ça, c'est parce que je perds mes notes, etc. Et chaque fois que j'ouvre mon ordinateur pour prendre des notes, c'est pas 60 cm² d'une surface esthétique que j'ouvre. C'est un gouffre ou alors un puits dans lequel je tombe. Et je sens à quel point je suis fatigué d'ouvrir mon écran. Parce que j'arrive pas à vous écouter avec mon écran ouvert. Parce que mon écran, c'est des millions d'interactions possibles. Et je le sais, parce que je suis un gamer, parce que j'ai des enfants qui m'attendent, parce que j'envoie des messages et que j'en reçois en même temps que je vous entends. Et donc, j'aimerais bien... ma question, c'est, est-ce qu'on a des études, par exemple, sur les bienfaits de la prise de notes sur papier? Parce que si je vous avais écouté avec un stylo, comme je fais d'ordinaire, parce que je ne vais pas oublier, quand je n'oublie pas mes affaires, eh bien, je vous aurais écouté mieux, à mon avis, mais je n'ai pas d'études sur la question, et puis comme je suis scientifique, je ne peux pas imposer cette intuition, et je vous aurais écouté, et j'aurais été plus reposé, tout en vous écoutant mieux. Est-ce qu'on a des données là-dessus? Oui, bah oui. Il y a des études sur le lien à la mémorisation. Donc en fait, le fait d'écrire, de faire travailler la main joue dans des zones du cerveau où on mémorise mieux que le fait de taper, où c'est un geste plus simple et répétitif. J'étais à l'école centrale de Lyon là, il y a 2 semaines avec une chercheuse au Centre national de recherche scientifique en France, qui travaille avec Michel Desmurget, justement sur l'impact des écrans sur le corps, etc. Donc elle bossait spécifiquement là-dessus. Et donc c'est clair. Donc d'une part, le fait d'écrire impacte la mémoire positivement plus que le fait de noter sur l'ordinateur. Donc ça, c'est une première chose. Mais en plus, évidemment, l'ordinateur, s'il est connecté, comme vous dites très bien, c'est un puits. Donc en fait, votre cerveau est sursollicité et votre capacité de concentration, elle s'effondre. Donc voilà, il y a une étude aussi du Kaspersky Lab qui a travaillé sur l'efficacité au travail, en mettant un smartphone à proximité des gens, soit à côté, soit dans le tiroir, soit éteint ailleurs, soit carrément pas du tout dans la pièce. Et en fait, on voit que vraiment la capacité de concentration, elle évolue radicalement. C'est des tranches de 20% en fonction de l'éloignement du smartphone. Et même s'il est éteint derrière, il nous dérange en fait. C'est ça qu'on sous-estime peut-être. Et donc j'aurais envie de dire, l'idéal ce serait de vraiment avoir votre papier et puis les ordinateurs, les écrans le plus loin possible. Nous on intervient souvent avec on a des pochettes pour isoler les smartphones et pour on les ferme le temps de notre intervention pour permettre que une attention de qualité et qui fait que les gens, les participants ont ce petit moment de déconnexion qui fait bizarre parce qu'en fait ça n'arrive plus. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison a priori que vous passiez dans toute la semaine, à moins que vous ayez acheté un vrai réveil ou vraiment vous mettiez en place un tas de mesures pour lutter contre la présence de vos smartphones dans votre vie. Sinon vous n'allez jamais avoir de vraie déconnexion à aucun moment en fait. Et votre cerveau, il a du mal à se reposer et vous perdez en bien-être, en efficacité, en concentration. Mais je pense que votre exemple, votre remarque, elle est très précieuse et très pertinente parce que ça montre bien que, en fait, si on compte que sur l'outil numérique pour nous dire quand on a besoin de lui ou pas, ça marche pas. C'est uniquement nous qui devons décider à quel moment j'en ai besoin ou pas. À travers les étudiants, on sait qu'il y a des étudiants qui prennent des notes plus facilement à la main et puis d'autres en tapant. Mais si vous dites, mais en fait, je me rends compte qu'en utilisant mon ordinateur, en fait, ça me convient pas, c'est là où effectivement on se dit, mais en fait, non, j'ai pas besoin de mon ordinateur. Le problème qu'on a actuellement, le problème c'est que tout est fait pour nous faire croire que c'est mieux de passer par l'ordinateur. Tout est designé comme ça, tout est designé pour que tout semble intuitif. Pour moi, l'exemple qui est très parlant, c'est qu'avant le Covid, on était tous persuadés que faire une visioconférence, c'était facile.
Avant le Covid, on était tous persuadés que, ouais, on avait Skype, il suffisait de lancer, de faire un appel et c'était bon. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai pas fait une seule séance Zoom qui a bien fonctionné. À aucun moment quelqu'un avait pas allumé sa caméra, son micro, je trouve plus le lien, où est-ce qu'on se retrouve, etc. Mais avant ça, le marketing nous faisait croire que c'était hyper facile et que tout est designé pour nous faire croire qu'on va y arriver, que c'est intuitif. D'ailleurs, on nous dit, bah, regardez, même un enfant de 2 ans y arrive. Mais non, parce que les mouvements de base pour un enfant, c'est hyper facile. Ces mouvements-là, à faire sur un écran, c'est hyper basique. Après, toute la compétence de savoir, mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'un écran là, maintenant, tout de suite, ça, effectivement, ça vient que, au moins à 25 ans, quand on commence à voir le cerveau est complètement développé et qu'on a ces compétences-là qui sont acquises. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les acquérir avant, mais ça demande un effort considérable. Et aujourd'hui, ça nous demande à nous tous et toutes un effort. Quand on se dit, mais là, est-ce que j'aimerais me passer d'un écran, ça va me demander un effort. C'est devenu tellement efficace, c'est tellement pratique que si on ne l'a pas, on se dit, mince, j'ai oublié mon téléphone. Parce que j'ai mon horaire, mes billets de train, je vais écouter Spotify dans le train, le GPS pour savoir où je dois me rendre, etc. Donc tout est fait pour nous faire penser que si c'est pas sur un écran, ça va être moins bien. Alors qu'effectivement, on sait très bien que certaines personnes prennent mieux des notes et qu'effectivement, pour l'apprentissage, on voit que c'est mieux de prendre des notes à la main. Mais voilà, mais après, qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui sont dyslexiques et qui prennent mieux des notes à l'ordinateur? C'est pour ça qu'il y a une question très subjective et ça nous demande à nous, et c'est pour ça que l'occasion de ce soir est une excellente occasion de le faire. Quand on s'inquiète, notamment des pratiques numériques des plus jeunes, c'est aussi l'occasion de se dire, mais à quel moment nos pratiques numériques à nous doivent être questionnées? Et à quel moment? Pas parce que l'écran que vous avez devant vous, il est pas dangereux pour vous, mais effectivement, dans le moment où vous en avez besoin, ça demande un effort de se dire, est-ce que je prends mon ordinateur ou est-ce que je sors mon stylo? Et si le fabricant de votre ordinateur, il va vous dire que c'est l'ordinateur qui est qui est préférable. Et dedans, tout est fait pour faire penser ça de cette manière-là. Mais je pense que votre réflexion, elle est hyper importante. Et c'est vraiment la réflexion qu'on devrait tous avoir. Pour dire, mais quand j'ai l'impression que c'est utile, oui, je le prends. Mais quand j'ai l'impression qu'en fait non, ça perturbe ma concentration, je me sens pas bien, ça perturbe nos relations parce qu'on est dans un échange social et que je passe tout mon temps à regarder mes notifications. Très bon timing, merci. C'est là il y a une réflexion à avoir et c'est une réflexion collective. Quand on a des problèmes aussi de motivation à se dire je dois me mettre au boulot et j'y arrive pas parce que effectivement Netflix est beaucoup plus intéressant que le cours, je sais pas, d'anthropologie que j'ai suivi qui me plaît pas. Il faut qu'on puisse compter sur le groupe aussi pour se mettre pour s'entraider. La question de la motivation, c'est aussi quelque chose qu'on développe ensemble. Puis si on n'a pas une réflexion collective et une réflexion de groupe social, on est dans une espèce de culpabilité de se dire, j'ai encore sorti mon téléphone. Puis j'aurais pas dû parce qu'on m'a dit que c'était pas bien. Oui, il y a des moments où c'est contre-productif, clairement. Mais il faut qu'on ait une réflexion collective autour de cette question-là. Merci. Très bien, parce que voilà, je voulais juste... Pardon, je voulais juste réagir un peu sur toute cette discussion-là, en tant qu'étudiant aussi, parce que moi, je me rappelle, avant même de commencer l'université, j'étais allé voir un cours de psychologie où justement le prof a dit que pour la mémoire, c'est mieux de prendre des notes à la main et je me suis toujours dit que je ferais ça lors de mes études. J'ai commencé comme ça, je le fais encore pour la plupart de mes cours, mais j'ai quand même maintenant tout le temps un ordi devant moi depuis qu'on est passé sur Zoom pendant Covid. Et ça me fait aussi penser... voilà, du coup ça c'est peut-être le côté plus négatif, mais il y a quand même quelque chose de un peu positif aussi que j'ai l'impression que j'ai acquis pendant ces études, c'est ce sentiment de pression sociale. Moi, si je veux bosser, je sais qu'il faut que j'aille dans un lieu où il y a beaucoup de gens qui travaillent, où je suis censé travailler. Donc si je suis à la bibliothèque, je vais être sur mon écran, mais je vais avoir trop honte d'aller sur Instagram à ce moment-là. Parce qu'effectivement, je suis en train de prendre la place de quelqu'un d'autre qui a probablement... qui n'aurait pas envie d'être sur Insta à ce moment-là. Donc voilà, je pense qu'effectivement, cette idée de réfléchir plus en collectif, c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, les moments où je décide de ne pas aller sur mon écran, c'est toujours des moments où je suis accompagné de quelqu'un.
on va en faire la fête, on va faire une promenade, etc. etc. Donc voilà, enfin, il y a aussi un peu de positif quand même là-dedans. Oscar, comme vous avez le micro, est-ce que vous aimeriez ajouter un mot en conclusion de cette table ronde? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez exprimer? Merci. Ah non, c'était pas le but, mais... Si vous voulez. Alors oui, Morgane. Oui, ouais. Moi je trouve intéressant vraiment ce lien avec la culpabilité, parce que je trouve que c'est ça qui... En fait, j'ai l'impression, en tout cas moi, dans mon entourage, alors est-ce que c'est dû à mon milieu social, sûrement, mais il y a quand même cette réflexion et on s'en rend compte quand même de, voilà, comme vous avez dit, voilà, on est sur la terrasse et puis on sort notre Natal. Et je pense qu'il y a quand même, on se pose des questions et peut-être le Covid, ça a été une chance aussi sous certains aspects de quand même se rendre compte en fait que les étudiants, on a été les premiers aussi à dire en fait, à élever notre voix pour dire que ça allait pas, qu'on voulait revenir en présence, etc. Et voilà, donc pour moi c'est important de se dire, que on soit conscient que il faut pas se sentir non plus coupable et pris dans tout ça, mais qu'il faut qu'on réussisse à y réfléchir et en effet à se dire voilà, mais profitons aussi d'autres choses, levons les yeux, en effet. Et puis que les moments qu'on choisit d'avoir sur nos écrans, ce soit des moments de qualité en fait, parce que voilà, c'est au-delà de nous en fait tout ce problème des écrans. Voilà, vous avez parlé des fabricants, etc., ce lien avec le capitalisme, etc. C'est tellement au-delà de nous que nous, à notre échelle individuelle, je trouve important de se déculpabiliser. Voilà. Merci. Monsieur Marie, vous aimeriez dire quelque chose en conclusion de cette table ronde? Déjà, merci encore pour l'invitation et puis pour votre attention. Je sais pas, peut-être. Moi, j'ai le sentiment que voilà, les étudiants ont un rôle important en fait à jouer dans les années qui vont venir. Moi, j'ai été assez frappé de voir. Encore une fois, je connais mieux la situation française, mais il y a les étudiants d'AgroParisTech, qui est une école d'ingénieurs agronomes prestigieuses, qui ont eu vraiment un discours assez technocritique dans la remise de prix, qui ont refusé de rejoindre l'industrie agricole qui mise tout sur le chimique et le profit. Et je pense que voilà, il y a un vrai rôle à jouer pour les étudiants dans cette prise de conscience, peut-être dans l'engagement militant, peut-être à réussir à être un petit peu moins sur les réseaux sociaux et peut-être un petit peu plus dans l'action réelle, voilà, et petit à petit à se déprendre des outils qui dominent aujourd'hui, donc Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube, etc. Je pense que ce sera très difficile, mais plus des étudiants seront convaincus, arriveront à le faire ensemble. Quitter une boucle WhatsApp, c'est extrêmement dur. La quitter, si tous les gens la quittent, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus simple, parce qu'on va moins rater la conversation ratable. Voilà. Donc, bref, moi j'encourage à chaque fois les gens que je rencontre à agir collectivement et à prendre conscience collectivement. Donc, jamais. Et puis merci d'être là. Voilà. Merci à vous d'être venu. Monsieur Weber, un petit mot conclusif peut-être? Oui, sous forme humoristique peut-être. Je me rends compte que en fait j'étais assis à votre place quand Facebook a été lancé. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé mes études, j'ai fait comme vous, j'ai aussi commencé mes études en prenant mes notes à la main. Et puis ensuite, on a commencé à tous avoir des ordis. Et puis Facebook a été lancé. Et au départ, il fallait être membre d'une université pour pouvoir avoir un compte Facebook. Donc au départ, Facebook, c'était une manière de connaître les gens, justement, de renforcer le lien social entre étudiants. Et on l'utilisait à fond comme ça. Et maintenant, quand je réfléchis à la manière dont on utilisait Facebook, mais c'était une catastrophe. Enfin, aujourd'hui, quand on voit tous les problèmes de sécurité qui existent là-dedans, mais sur le moment, on était dans une espèce de vie étudiante. C'est génial, on peut parler du prof pendant qu'il est en train de donner son cours. Enfin, il y avait vraiment quelque chose
d'assez fabuleux à ce moment-là, comme quelque chose de nouveau, mais aujourd'hui on est dans une réflexion totalement différente. Et je me souviens aussi que je me souviens avoir reçu j'avais le malheur d'avoir mon anniversaire pendant les sessions d'examen, et j'avais reçu de la part de mes copains un jeu vidéo, et je me souviens l'avoir mis, j'ai le même problème que vous, s'il n'y a pas des gens qui bossent autour de moi j'ai du mal à bosser, donc j'allais toujours à la bibliothèque, et je me souviens avoir mis le jeu en évidence sur mon bureau en me disant je n'ouvre pas le cellophane tant que j'ai pas fini mes examens, sinon je sais que je vais y jouer et puis que je bosse plus tôt. Mais ça veut dire que toute cette période-là, c'est aussi une période où on commençait à réfléchir à la place du numérique, mais que on se posait pas ces questions-là. Et aujourd'hui, c'est génial que vous soyez là, tous et toutes, pour vous les poser, parce que c'est comme ça qu'on va justement pouvoir aussi prendre des démarches et faire aussi un appel du pied, peut-être politique aussi, de dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on veut, comment est-ce qu'on veut être utilisateur du numérique. Donc je trouve très bien qu'aujourd'hui, on questionne tout ça de cette manière-là. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre présence à cette table ronde, pour avoir répondu à l'invitation. J'apprécie beaucoup votre invitation à nos étudiants de poursuivre la réflexion, disons, d'accroître leur sensibilité par rapport aux problèmes, parce qu'en effet, ils seront par la suite sûrement destinés à occuper des postes à responsabilité. Donc, c'est peut-être eux qui auront à prendre des décisions par rapport à l'empreinte du numérique sur nos vies. Et je vois qu'il faut poursuivre la réflexion, encore faire naître les questions. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y avait beaucoup d'affiches dans le bâtiment. J'espère qu'en tout cas, le visuel de cette affiche a fait naître un questionnement chez ceux qui ont pu les voir, les regarder. En tout cas, merci à tous de votre présence. Donc, cette table ronde a été enregistrée. On pourra peut-être toucher plus de monde grâce au réseau et au numérique. C'est aussi un paradoxe. Donc, merci beaucoup et à bientôt.